Bonjour tout le monde, bonjour à la maison en vidéo et aux gens qui nous écoutent en audio. Mon nom est Fanny Grégoire. Je vais être votre animatrice pour cette entrevue spéciale du mois de novembre avec Louis Rastelli. Bonjour Louis. Bonjour. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation de dernière minute. Je sais que l'événement que tu organises en ce moment, Exposine, ça s'en vient très, très, très bientôt. Ça va avoir lieu le samedi 15 et le dimanche 16 novembre prochain. Pour vous donner une idée, les gens à la maison, on enregistre aujourd'hui, je crois qu'on est le 4 ou 5 novembre? 5 novembre, oui. Donc, ça s'en vient rapidement. Tu viens tout juste de sortir d'un événement, tu me disais? On a fait depuis 8 ans, un peu à cause de l'achalandage incroyable à Exposine, on a lancé un autre salon, Volume MTL, qui est plus des centres d'artistes et livres d'artistes et des fanzines et graphzines un peu plus dispendieuses ou limitées, ainsi de suite. Donc ça fait à peine un mois là, qu'on a terminé une semaine d'activité autour de ce salon et ce festival-là. Et voilà qu'on se prépare une quinzaine d'activités autour du salon Exposine prochainement. Ouais, ouais, parce que c'est ça. Tu sais, on pense à toi, dans le fond, tu es un des cofondateurs de Archives Montréal. Puis avec ça, vous organisez Exposine, Volume Montréal. Il y a des conférences aussi, des ateliers. Des fois, j'ai vu, vous avez toutes sortes Ouais. d'activités. Oui, c'est rendu à quelque part entre 50 et 60 activités par année, là, incluant des ateliers, des collaborations. Puis du côté des archives, il y a un autre monde parallèle moins connu par le milieu artistique. On collabore à des conférences, des symposiums. On fait des coproductions avec d'autres festivals comme Metropolis Bleu, Pop Montréal, parfois FBDM et d'autres. Fait que c'est de Oui. quoi. Comme on dit dans le milieu, il faut bouger, sinon tu meurs. Pour garder l'organisme en vie, ça prend beaucoup de différents projets, différentes bourses euh, et ainsi de suite. D'une année à l'autre, il y a de plus en plus de demandes. C'est à cause de surtout le boom récent dans l'intérêt de retour à lire des revues, impression artisanale, même photographie avec des vieux caméras. Il y a un grand engouement actuellement Ben pour oui, c'est ça. ça que j'ai remarqué. Exposine, ça existe quand même depuis 2002. Corrige-moi si je me trompe, c'est ça qui était inscrit sur votre site web. Ouais. Il y a d'ailleurs- Sa première édition est venue en 2002. On peut dire que ça a pris un bon 3-4 ans après avoir fondé ArcMTL qu'on a finalement fait Exposine. On avait quelques détours euh, un peu par procrastination. Première édition, pas une scène. On était chacun à mettre une coupe de ça. Peut-être 200 pièces parmi 7-8 personnes pour monter le premier, ainsi de suite. Euh, mais c'était le deuxième grand projet. Après, on a commencé par faire le Distroboto, le réseau des machines à cigarettes qui vendait plutôt des fanzines, des petites œuvres d'art. Ça a lancé en 2001. Euh, et Ouais, je vais faire une parenthèse. Distroboto, dans le fond, c'est vraiment des petites machines, cigarettes là, qu'on retrouvait dans les années 70, 80, jusqu'à 80, je pense, bon, environ. Longtemps, hein, plus longtemps que ça. 2006, Puis là, on est devenu illégal en 2006, mais on les voyait dans les bars et les restaurants jusqu'en 2006, en fait. wow, quand même. Puis là, dans le fond, à place de distribuer des cigarettes, on distribue des œuvres d'art. Oui, depuis le début, parce qu'on était plusieurs qui faisaient des fanzines quand on a lancé ce projet-là, on a Euh, il y a eu des miniatures, des mini-BD, des fanzines. Le phénomène des mini-BD était déjà existant à l'époque, fait que ça se prêtait très bien à ça. Puis on en retrouve à ce jour, presque 25 ans plus tard, dans les machines. Oui, puis il y a une question qui me vient comme ça à l'esprit. Tu dis que ça existe depuis vraiment longtemps, là, Exposine, mais pourquoi tu crois que ça existe depuis ça aussi longtemps? Pourquoi ça a une longévité aussi longue? En fait, je pense que les principes de dépense à 8 personnes. Donc, il y avait moi, Julie Doucette, Simon Bossé, Benoît Chaput, Billy Mabréas. On était tous des gens qui participaient à d'autres foires, d'autres salons. Et on sentait plusieurs affaires. Il y avait un manque de collaboration sur la distribution. Dans le temps, on pouvait avoir une trentaine de librairies et magasins qu'il fallait aller chercher, amener des livres. Fait qu'on a dit, bon, on va faire un organisme qui fait une sorte d'entraide de ce côté-là. On va faire un salon. Puis tant qu'à y être, on a décidé, on devait avoir une sorte de centre d'archives pour garder ces choses-là, parce qu'à ce point-là, on pensait tous que les années 80 disparaissaient vraiment pour de bon. Puis il n'y avait personne, le BANQ, personne touchait à ces genres d'affaires-là.
Fait qu'il y a eu l'idée de faire ces trois choses un peu comme un mandat d'une association de petits éditeurs pour faire par nous, pour nous, le genre d'affaires qu'on sentait qu'il y avait un besoin. Que Distroboto est finalement devenu un peu la version de point de distribution commun pour ainsi de suite, réseau de points de distribution. Exposine, évidemment, est devenu le salon. Et pour le côté de la longévité, mais c'est à cause, comme je dis, la longévité, c'est surtout, on avait raison qu'il y avait un besoin pour ces choses-là. Comme on est toujours géré par des gens qui sont les usagers et les artistes qui apprécient ces projets-là, ça continue à être bien fait. C'est rien de différent de ce côté-là. Le besoin est toujours là. Il n'y a jamais eu de cesse, de manque de gens, des nouvelles générations pour en profiter. Mais d'autres choses, on peut dire, c'est le manque de scandales et de crises ou de conflits entre fondateurs qu'on a vu. Parce que, en parlant de 25 ans, là, pour Exposine, on a perdu Canzine. Canzine a précédé Exposine par 3-4 ans. On peut Canzine, c'est à Vancouver, je crois? Toronto, mais ils ont finalement, des années plus tard, l'année 2000, ils ont fait des versions à Ottawa et à Vancouver à quelques reprises. Mais c'est disparu il y a un peu plus qu'un an sur un scandale assez ridicule. Donc, on va peut-être en parler durant Exposine. Mais bref, le fondateur est revenu pour prendre contrôle quand il a su qu'il était pour avoir des tables pro-palestiniens et ainsi de suite. Lui, il soutenait pas du tout cette cause-là, puis il a tout fermé. Mais ici à Montréal, le salon qui nous prédate aussi, qui a directement inspiré Exposine, parce que je faisais partie de l'équipe et on siégeait au salon anarchiste qui a commencé en 1998. Puis il y avait beaucoup d'artistes et de fanzines pas exactement anarchistes qui profitaient de ce salon-là les premières années. Et celui-là aussi a disparu dans une certaine façon il y a 4 ans à cause d'une grande controverse qui a fait en sorte qu'il y a maintenant 2 équipes de salon et un nouveau qui l'a remplacé. Fait que quand je vois ça, avec ces 2-là qui disparaissent, ça veut dire qu'on est le plus ancien salon de fanzine, de petits éditeurs. Au Canada? Ouais. Okay. Aux États-Unis, ça doit être un autre milieu, là. Ça doit être différent aussi. Là. Je connais un peu moins le marché aux États-Unis, mais au Canada, oui, je sais On considère que le Salon anarchiste de Montréal était un grand exemple et un grand catalyseur. Il a inspiré celle qui est venue à New York. Et c'est Exposine qui a inspiré le Brooklyn Comic Arts Fair puis le Printed Matter New York Art Book Fair. Les fondateurs des deux venaient à Montréal. Les premières années d'Exposine, il y avait plein de gens de New York. Donc, on a vraiment été parmi les premiers. Les grands salons du genre dans le monde, ils ont tout en 10, 15, 17 ans. Et on est fiers d'avoir pu inspirer ça, parce que c'était international dès le début. Le deuxième exposé, il y avait des gens de l'Europe et des États-Unis, puis par la suite, de plus en plus. Oui, c'est super intéressant ce que tu me dis. Puis aussi, tu m'as mentionné, je crois que c'est moi que tu avais mentionné, comme quoi qu'il n'y avait pas beaucoup de financement qui venait de la ville, étonnamment, depuis les dernières années. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus de ça? Oui, en fait, ça peut être surprenant qu'on respire un peu mieux avec un changement d'administration. Je dis un changement, parce que l'équipe qui était en place ces dernières années a été très contrôlante, ils ont changé plein de programmes pour viser exactement des priorités très spécifiques. Fait qu'on n'est pas les seuls, on est dans le patrimoine, on travaille avec des musées, des sociétés d'histoire. Ils ont éliminé le seul programme qui était en soutien des projets historiques, qui a coûté beaucoup à plusieurs organismes qui s'en dépendaient. Et dans la culture, c'est très dirigiste. On s'est battu pour des années pour essayer d'utiliser l'ancienne gare autobus en face de la BOMQ, avec laquelle la BOMQ nous appuyait dans cette idée-là. Et on est arrivé là aussitôt que c'est devenu vacant. Mais il y avait une obsession avec un genre de centre de recyclage et d'économie circulaire qui a fait en sorte qu'il y a maintenant une friperie dans le bâtiment-là qui est comme pas très populaire. Il n'y avait juste pas d'écoute, pas de soutien. Puis en fait, pour Exposine, ils nous avaient proposé de le déménager dans l'Est, un peu comme Estposine, parce qu'ils avaient décidé que le pôle littéraire et de BD de Montréal était pour être coin Ontario-Pineuf. Puis ils nous ont tous contactés. Va là-bas, on a un gros projet. Finalement, c'était en lien avec un des objectifs de développement, avec les tours autour du Jacques-Cartier. Bref, on se sentait comme on était des agents de vente de condos. Ouais, c'est un peu particulier, effectivement. Le bureau des festivals nous avait invités à visiter justement un nouveau condo sur Sherbrooke à un moment donné. Puis il y avait une belle grande salle au rez-de-chaussée, mais à un moment donné, le propriétaire disait « Ah, les acheteurs qu'on cherche là, aimeront ça, ce genre d'affaires-là. » Puis la ville était comme « Moi, elle devrait faire ça ici. »
Puis il y avait une obsession de densifier résidentiellement, puis de rendre tous les nouveaux quartiers du centre-ville plaisants pour des nouveaux résidents. Puis malheureusement, le projet Montréal, ils disaient ouvertement, là, c'était leur objectif, mais on sentait trop que, au lieu de nous dire, bon, qu'est-ce que vous avez besoin, les programmes, peu par peu, devenaient des choses, propose ça, puis tu peux avoir l'argent, sinon, next, tu sais. On va voir ce que Ensemble Montréal s'ils vont avoir le même genre de tactique ou s'ils vont changer leur fusil d'épaule. À suivre, j'espère que ça va être mieux pour vous pour les prochaines années parce que ça fait quand même longtemps que vous êtes là et c'est pas Pour la la 20, dernière année. ouais, on peut espérer pour la 25e exposée d'être dans un lieu autre Bien qu'un. sûr. Ben oui, j'allais en parler justement du 25e, on va y revenir. Mais premièrement, je voulais juste revenir vers faire un petit croche vers toi. Moi, je me demandais d'où te vient ta passion du fanzine ou du zine, comme on dit en anglais. Probablement comme enfant, là, j'étais le genre d'enfant qui dessinait des BD, puis achetait et lisait beaucoup de BD. Et après ça, de la science-fiction, des revues. Puis je m'ai mis même, je pense à 10 ans, j'avais organisé avec l'enseignante d'imprimer une sorte de petit fanzine avec des contributions de toutes les autres étudiants dans la classe. Après ça, en secondaire, le journal, j'écrivais pour le journal de l'école secondaire, tout ça. Donc, j'étais déjà vraiment là-dedans. Rendu à 16 ans, j'ai commencé à écrire pour des fanzines et des revues montréalaises sur la musique et ainsi de suite. Fait que j'ai jamais vraiment arrêté. J'ai fait un détour en architecture et j'ai travaillé beaucoup plus dans ce domaine-là professionnellement. Mais disons que j'ai jamais arrêté, mais c'est surtout les années 90. Pour une dizaine d'années, je publiais la revue Fiche Piste qui était très populaire. Qui a été republié aussi chez, c'est-tu Drawn in Quarterly ou je me trompe de maison Il n'y a d'édition? pas eu de réédition. Non? Il reste quelques exemplaires de quelques numéros qui sont redevenus très populaires à Exposine, curieusement. Mais il y a un livre à propos Fiche Piste qui a été publié au printemps. Exactement. Ça a été lancé par un quarterly que je n'avais pas vu venir non plus, mais je pense que ça fait partie de la nostalgie millénaire qui commence à s'installer. Tout ce qui est des années 90 commence à avoir une sorte de rétro. Ouais. On peut le voir dans les habits des plus jeunes aussi. Moi, je suis une génération après toi, là, donc on le voit sur la génération après que les années 90 sont officiellement de retour depuis un bon petit bout de temps. Mais tant mieux si ça les intéresse parce que ça fait partie de notre histoire et nos archives, d'où on vient et tout. Aussi, je me demandais, on en a parlé un petit peu plus. Trouves-tu qu'il y a un renouveau, un nouvel intérêt pour le fanzine depuis quelques années? Ben, avec les années qu'on est là, surtout des autres cofondateurs comme Julie Doucette et Billy Mavréas, qui font des fanzines depuis les années 80, comme moi, depuis le milieu des années 80. On en a vu des vagues, là, puis c'est quasiment un cycle prévisible. Éventuellement, on va parler du déclin du fanzine là, dans 2-3 ans, où il va y avoir une autre sorte d'affaire que tout le monde commence à être obsédé par. Mais ça n'a jamais arrêté complètement. Il y a juste un certain spotlight là, ou une lumière parfois qui shine là-dessus. Et là, Oui, l'année dernière, vous aviez eu plus de 200 exposants, je crois. Est-ce que j'ai bien lu ça? ben, le problème là, c'est que depuis 2006, on gravite autour de 250 exposants. Oh. Et on n'arrive juste pas à trouver des lieux où c'est plus grand. Depuis plusieurs années, on reçoit plus de 400 demandes. Et comme on a recommencé à faire des échanges et des délégations avec des salons en Europe et ailleurs au Canada, aux États-Unis, on voit que chez nous, on a une grande limite. Là. On est allé à Berlin l'année passée où l'équivalent d'Exposine avait 365 exposants, mais c'était une belle, grande, une sorte de lieu culturel, comme on a à Montréal, mais qu'il ne nous prêtera jamais quelque chose comme ça pour Exposine. Là. Mais pourquoi tu penses que on dirait qu'il y a un blocage parce que c'est extrêmement populaire. C'est les instances, ils comprennent pas c'est quoi, c'est Un mélange de bureaucratie très lourde dans la ville, qui est là depuis... Et moi, j'observe la ville de près. Je suis aussi, en tant que background en architecte, j'assiste beaucoup à des conseils de la ville, des consultations publiques. Depuis qu'on fait Distroboto, on avait des Distroboto dans la bibliothèque pour quasiment 20 ans. Donc, j'ai eu affaire à travailler avec le service culturel et tout. Il y a beaucoup de lourdeur bureaucratique qui empêche le genre d'ouverture et imagination. C'est aussi ça, donc. Quand on est rentré dans la bibliothèque avec Distroboto, il y avait un chef du service culturel qui allait à Exposine, qui nous a débloqué au Conseil des arts, qui a dit, écoute, oublie ça avec les bureaucrates puis les
les agents des maisons de la culture sont tous des requins qui se battent un contre l'autre, qui est vrai, là, ils se battent tous pour avoir plus de budget que l'autre. Il nous a fait un compte de fournisseurs de services, puis ça y allait. Malheureusement, quand lui est parti, et j'en parlais un peu de la dernière administration, c'est devenu beaucoup plus dirigiste et beaucoup plus rigide. Donc les règles sont des règles. Et actuellement, par exemple, ils ont redéfini les festivals comme tout festival. Bref, ils ont mis une exclusion dans le bureau des festivals pour des festivals qui ont un marché ou un salon. Donc ça compte pas comme un festival, on ne peut pas avoir ça. Donc on est bloqué depuis plusieurs années de financement comme l'Exposine n'est pas un festival. Le Festival des arts imprimés, il y a un marché d'art il est exclu de ce programme-là aussi. OK. Puis, Donc, quand je tu as un marché, ça ne fonctionne pas. ouais, mais quand de temps en temps, il y a un agent ou un chef de département qui voit que ça, c'est ridicule, ça se passe, puis ça se fait. Fait que c'est pour ça qu'on est un peu curieux de voir qu'est-ce qui pourrait arriver comme amélioration. Tu sais, les salles de spectacle aussi, là, ils ont toutes eu beaucoup de problèmes les dernières années, donc on va voir. On peut espérer. Un autre gros problème pour les salles de spectacle, ce serait un bon sujet à mon balado aussi. J'ai dit bref. pas une centaine d'activités par année maintenant, fait qu'on connaît les drames des salles. T'sais, on en perd à chaque année, puis on sait c'est où Le divan orange, la tulipe, ouais. Qui est vacant depuis 4 ans maintenant. Oui, c'est vrai, c'est encore vacant sur Saint-Laurent et ouais. Le divan orange est à louer. Il n'y a rien qui a remplacé ces places-là. C'est un peu ridicule. Mais pour revenir sur les fanzines, si... Oui, mais non, mais j'aimerais ça faire une petite parenthèse. Il y a des fonctionnaires, des gens qui travaillent à la ville qui nous écoutent en ce moment. Le message est lancé. Oui, pour la 25e, on va essayer d'être très ambitieux. Oui. Ben écoute, je vais continuer avec mes petites questions là, que j'ai préparées pour toi. Je vois en arrière de toi, les gens qui sont en vidéo vont peut-être le voir, il y a des étagères avec ce qui semble être des fanzines. Ça semble être un grand local. Est-ce que c'est possible de visiter le local? Comment? Oui, c'est quoi le fonctionnement? Mais c'est un centre d'archives, c'est un peu comme une bibliothèque, mais vraiment, ça prend un appointement, un rendez-vous. Généralement, les gens nous disent s'il y a un intérêt en particulier, parce que c'est beaucoup des gens qui travaillent sur des livres ou des anthologies ou des films documentaires, même, on en a appuyé beaucoup, ou ils veulent faire des recherches sur des affaires académiques ou pour l'école. C'est toujours possible de venir pogner puis s'asseoir et lire des fanzines, mais on est très aussi soucieux de garder des copies en bon état puisqu'on en numérise beaucoup. Un archive essaye de préserver à long terme des affaires qui sont plutôt jetées ou pas accumulées. Par exemple, on a probablement au moins 15 000 fanzines et en plus de ça, probablement 15 à 20 000 publications indépendantes de Montréal, les journaux étudiants, des affaires obscures des années 50, 60, 70, qui ne sont pas dans le dépôt légal. À tout respect, là, c'est pas le même fonctionnement la BANQ. Oui, c'est ça, la BANQ, en fait, c'est ça, ils ont un autre fonctionnement. C'est quand même assez récent, depuis quelques années, tandis que vous, ça fait quand même plusieurs années que vous les ramassez. Est-ce que c'est au travers de Exposine? Parce que je me souviens, pour avoir déjà participé à Exposine, on avait le choix de vous laisser des copies, en fait. Puis je me demandais, est-ce que ça fonctionne encore comme ça? Oui. En fait, la BANQ et les premières années d'Exposine, même la Bibliothèque nationale d'Ottawa prenait une table pour informer les nouveaux éditeurs. Il y a même quelques années où une équipe de la Conseil des arts du Canada prenait une table pour encourager et aviser les jeunes BDistes, écrivains. Ils venaient juste approuver la BD comme un genre légitime pour aller faire une demande de bourse. Donc, il y avait une assez longue tradition de collaborer. L'affaire qui, à ce jour, qui se passe, c'est qu'en tant que l'organisateur, on a des prix Exposine, on a des boîtes pour les archives. On peut sortir d'Exposine avec au-dessus de 250 acquisitions, en plus de ce qu'on va acheter nous-mêmes pour assurer qu'il y a des choses qui ne nous échappent pas. Mais la BANQ distribue des formulaires de dépôt légal. Ils peuvent juste accepter tout ce que les gens vont pour les gens qui vont prendre le temps de remplir et donner le formulaire avec le fanzine. Et donc, avec le ISBN et tout, là? Oui, je crois qu'il s'en sort avec 30 et 40 publications par année. Mais eux autres ne sont pas libres d'aller à des ventes de garage ou de passer par une librairie qui a quelques fanzines et des zines et de dire « Ah, ben tiens, parce que c'est tout un processus. » C'est la même chose avec le réseau des bibliothèques. On a aidé Rosemont récemment à monter une collection de fanzines et de livres et de publications d'artistes et d'écrivains de Rosemont.
on a appris c'est quoi les lourdeurs de le processus d'acquisition. Ça, c'est une des raisons pourquoi c'est important qu'on est toujours là. Puis toutes ces institutions-là sont vraiment contents qu'on est là, parce qu'ils n'ont pas les moyens ou les systèmes pour juste être ouverts à toutes. Et c'est pas qu'on est ouvert à toutes, mais on est très branché dans notre milieu avec tous les projets qu'on fait. De plus en plus, les gens savent où les porter. Puis pour répondre à la question, bien sûr, il y a des visiteurs à tous les semaines pour toutes sortes de raisons, pour les collections, incluant pour les fanzines et les livres d'artistes. Super intéressant. Écoute, on va revenir un petit peu à Exposine parce que j'ai vu qu'il y avait une programmation qui était du 7 au 16 novembre. Là, je vais juste faire un petit résumé. Il va y avoir les galas des prix Exposine ce vendredi. Donc, il va être au Quai des Brumes. Il y a aussi, j'ai vu là, une conférence internationale de 3 jours sur le sujet des archives et bibliothèques de Zine qui s'appelle ZAM. Cette conférence-là, c'est quoi ça? En fait, depuis très longtemps, depuis 2008 environ, on a des liens avec d'autres, les quelques autres, parce que surtout depuis 2008, au début, il y a une poignée de librairies, de bibliothèques et d'archives de fanzines dans le monde entier. On s'est mis à se connaître. En 2010, pour la première fois, on a fait l'archive a monté une exposition de l'historique des fanzines québécois à Marseille, parce que, pas à Marseille, à Poitiers. C'est la Fanzinothèque de Poitiers, probablement la première. Ils sont là depuis 1986, je crois, ou 1987. Et c'est la première à s'appeler la Fanzinothèque. Donc, on a fait beaucoup d'années d'échanges. Je suis allé plusieurs fois à la Fanzino, on a monté des expos. Ils sont venus 4 ou 5 fois à Exposine. La directrice a fait une résidence à l'archive en 2015. Donc, un long historique. Et on a décidé de convoquer une sorte de rencontre. On a su que il y avait intérêt de l'équipe une fois de plus de venir à Montréal en gang cette année. Fait que depuis le début de l'année, on travaille à monter une sorte de conférence autour du fait que la Fanzinothèque et toute leur équipe était pour être de retour à Montréal. Donc, on a tapé la Fanzinoteco dans la ville de Mexique. Il y a un autre de l'Italie qui va être présent en vidéo. On a des gens de Halifax, qui est probablement le plus ancien bibliothèque de fanzine ou fanzinothèque au Canada, qui sont là depuis 97-98. Et quelques autres, Toronto Zine Library. Il y en a 7 ou 8 avec quelques personnes qui viennent tout ensemble. Et c'est un peu comme une conférence professionnelle parce que le programme est très pointu et très spécifique. Il va probablement avoir des étudiants en bibliothéconomie et quelques curieux et ainsi de suite qui vont s'inscrire pour s'asseoir pour voir les discussions. Mais c'est vraiment une sorte de conférence d'opportunité de partager des infos, des façons de faire et faire des visites à tous les petites collections à Montréal de Zine. Excellent. Je vais tout inscrire les dates, les moments là, dans les show notes de l'émission. Là. Donc, si on parle de quelque chose, vous pouvez aller voir dans les notes de l'épisode. Là, en ce moment, là, le 5 novembre, je rappelle qu'on enregistre cette date-là. Il se passe quelque chose, la grève avec la STM. Puis là, je me demande, est-ce que vous avez prévu des choses? Est-ce que vous avez un plan numéro 2 si jamais il y a encore une grève? On espère qu'il n'y aura pas de grève, mais si c'est continué, est-ce qu'il va y avoir... Avez-vous des idées, là? Ben là, c'est sûr qu'on espère que ça va pas durer. Moi, personnellement, je pense que ça va éclairer probablement en temps pour le salon. Ça aide pas du fait qu'on a des gens de partout dans le monde là, qui viennent mardi, mercredi, pour quelques jours, même plusieurs jours. Là, je parle de la conférence, mais des exposants, il y en a aussi qui en profitent pour passer du temps à Montréal. Donc, c'est sûr que ça va être plate pour des touristes ou choisir un mauvais moment comme ça pour y être. Par contre, je pense que ça va se clairer pour la fin de semaine, mais malheureusement, il y a eu quelques questions sur ajuster les heures d'accès. Tous les exposants, si on pouvait laisser rentrer à 6 heures du matin, il y en aura une cinquantaine prête à le faire et passer 5 heures à monter leur table. Mais on n'a juste jamais ce genre d'accès-là à ces lieux-là. Ça fait que malheureusement, ça c'est peut-être une affaire à considérer, c'est est-ce qu'il y a un lieu quelque part, tu ne peux pas attendre dans le métro. Si les gens sont forcés d'attendre entre le dernier métro puis l'accès à la salle, il y a nulle part pour les laisser rentrer. Ils ont condamné l'église en haut, fait que ça, c'est pas une option. Donc voilà, une des autres raisons pour lesquelles on est frustré de ne pas pouvoir travailler avec la ville sur des lieux un peu plus accueillantes et larges. Mais... Oui. Ben, je me souviens, entre autres, il y avait
je sais pas si tu connais TCAF, à un moment donné, il était dans une grande, grande bibliothèque, puis je trouvais ça assez incroyable parce que, justement, c'est un lieu accessible pour tous et toutes, et puis c'est sûr que ça serait le fun d'avoir un endroit un peu comme la BANQ ou une bibliothèque à Montréal qui accueillerait Exposine, Il y a eu justement. on a eu une rencontre en 2019, une deuxième il y a un peu plus qu'un an, avec les gens de la Grande Bibliothèque. Puis on a monté la page d'accueil de l'équivalent de la Grande Bibliothèque de Toronto, mais des photos de TICAF sur la page d'accueil. Puis on voit que c'est rempli de monde, des auditeurs et tout. Pour eux autres, c'est la grande fierté. Là, puis malheureusement, les deux fois qu'on a rencontré l'équipe de la Grande Bibliothèque, aussitôt qu'ils ont vu ces photos-là, ils ont dit « Oh, mais non, écoute, ça a l'air bruyant, ça. Tu sais, ici, c'est une bibliothèque. Ah, c'était La pas règle, bruyant. J'y c'est la étais. silence. » Je suis comme bon, pour revenir au sujet, regarde, Toronto, c'est gros, c'est populaire, ils adorent ça. Non. Fait que, on peut espérer qu'il y ait un changement de gens qui sont un peu. Parce qu'il y a eu, au tout début des premières années de la Grande Bibliothèque, il y avait des activités. Je pense qu'il y avait eu des plaintes. Puis comme je dis, on vit un peu dans une ville qui est maintenant. Les gens qui se Hmm. plaignent, puis donc les choses doivent arrêter. Puis je peux avoir 5 piastres pour chaque fois qu'ils nous ont dit fais ça l'été dans un parc dehors, on va te soutenir. Ah. Mais là, on sera riche, là, mais c'est juste que ça ne sera pas exposé. Mais c'est drôle parce que c'est tellement compliqué et un grand risque d'organiser un événement à l'extérieur. Je trouve ça un peu drôle que des personnes offrent ça. Puis c'est dommage parce que c'est des beaux lieux qui seraient accessibles pour tous et toutes. Et puis, ben écoutez, prenez-en note les gens dans les bibliothèques de la Ville de Montréal parce que ça fait quand même super longtemps qu'Exposé n'existe. Et puis, il faudrait peut-être prendre ça un petit peu au sérieux. Je dis ça, je dis rien. Hein? Donc, écoute, je vais terminer cette entrevue parce que ça fait, écoute, je pense que je pourrais te parler au moins 1 heure de temps, mais je m'étais mis un petit temps limite pour l'entrevue. Je te dirais, écoute, question finale, avec tout ce que tu fais là, en ce moment, avec Exposine et Archives Montréal, est-ce que tu as encore le temps de faire des zines toi-même pour le plaisir? J'ai plusieurs idées que malheureusement, encore une fois cette année, j'aurai pas le temps, je crois, pour les faire en temps pour Exposine. Mais j'en ai hâte d'en faire un, peut-être même si c'est juste après Exposine. Parce que quand Ozzy Osbourne est décédé, ça m'a rappelé que j'ai déjà vendu de l'acide à Black Sabbath. En fait, j'avais tout dit. Ça, c'était toute une aventure. Là. Le mot s'est passé qu'ils voulaient scorer de l'acide lors de leur show à Montréal. Puis il y avait probablement des douzaines de personnes qui essayaient de chasser une feuille d'acide en échange de billets gratuits. Puis finalement, c'est moi qui ai réussi à faire le lead. Puis tout pour Mais dire, là, il il faut faut que que tu fasses un zine là-dessus, là. C'est également une bonne anecdote. j'ai encore l'étiquette qui dit gratuit, là, qui est juste des belles rangées juste devant la scène, puis plein d'amis qui se rappellent de cette affaire-là. Fait que ça va être un zine, mais malheureusement, c'est peut-être pas pour ce prochain exposé. Pour le 25e, peut-être? Ah oui, certainement, mais en fait, je suis jaloux d'un des cofondateurs, Billy Mavriel, c'est en fait une quinzaine par année. Là. On est des grands vétérans. Là. Si j'avais 3 jours, là, j'en ferais une, pas juste imprimé, plié, broché, une centaine de copies. Là, let's go. J'adore des défis, genre de fanzine d'une journée, ainsi de suite. Mais Mhm. ça va venir. Là. On travaille sur 3 différents livres à l'archive sur des sujets des histoires culturelles de Montréal. Puis fait que ça me donne au moins une sorte de choses créatives. Là. Au moins, c'est quand même des livres. Là. Ben oui, ben écoute, moi je suis très curieuse de ça. J'espère que tu vas le sortir, ce petit fanzine avec cette anecdote-là. C'est le genre de choses que j'aime vraiment beaucoup, des anecdotes un peu space, un peu comme bizarre, qui arrivent une fois dans une vie, puis tu dis, hey, je vais mettre ça en fanzine, puis c'est comme un peu du patinage interne. Ben, Donc, on est. c'est ça, un fanzine, c'est pour ça. Là. C'est vraiment. Il y a des sujets qui se prêtent parfaitement. C'est comme, ouf, il faut faire un fanzine Ben, sur ça. en anglais, on dit des perzines pour des personal zines, mais moi, je pense qu'on devrait dire en français des potins zines ou je sais pas, mais il y a comme quelque chose à faire avec ça. Ouais, Et l'effet vécu, là, ça peut être. Un peu l'effet vécu, ouais, quelque chose comme ça. ouais. Parfait. Écoute, merci beaucoup. Louis, je vais rappeler les gens, c'est quand Exposine. C'est le samedi 15 et dimanche 16 novembre. L'entrée est gratuite, on ne l'a pas mentionné. C'est au 1025 Bélanger, à Montréal, évidemment. C'est près du métro Jean Talon. On se croise les doigts pour que le conflit de la SCM soit réglé. Le site web, c'est exposine.ca. Et évidemment, il y a une grande programmation. Allez voir sur le site web. Je vais mettre quelques notes dans les show notes avec toute la programmation, qu'est-ce qui est intéressant. Merci. Écoute, as-tu un autre mot de la fin pour terminer ou est-ce qu'on peut te retrouver ou...
En fait, exposine.ca et aussi arcmtl.org pour un peu un tremplin vers tous les autres projets, les choses qu'on fait. Si les gens sont curieux d'en connaître plus. Ben, c'est bien parfait. Merci beaucoup, puis bonne exposine! Merci, on se voit là-bas. Merci.